Le Manidem est-il devenu le théâtre d'une guerre sans merci où la violence des coups politiques émaille l'aura de ce parti de l'opposition, élément d'analyse dans le dossier politique du 20h. Et malgré les risques élevés d'insécurité, des mototaxis et tenanciers de débit de boissons refusent de respecter les horaires de fonctionnement et de fermeture de leur établissement dans la ville de Maroua, chef-lieu de l'extrême nord. Nous y ferons un tour pour faire le point sur les négociations, les mesures prises pour réduire les risques élevés d'insécurité. Ils ont été accueillis en héros à l'aéroport international de Simalène. Il s'agit des athlètes indomptables des Jeux de la francophonie qui ont pulvérisé le record dans l'histoire de cette compétition en glanant un nombre de médailles jamais remportées par tous les pays participants. Ils s'expriment au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La réorganisation du bureau politique du Manidem exacerbe une crise entre des membres fondateurs de ce parti politique et les cadres du Manidem. L'escalade de tensions fait même trembler l'autorité administrative à tel point qu'elle a interdit une conférence de presse initialement prévue ce 1er août qui devait annoncer des sanctions prises à l'encontre de certains membres fondateurs mais aussi des cadres politiques du Manidem. L'ambiance était tendue sur le site où devait se tenir cette conférence de presse. Innocent Abega et Donald Anozoa. La décision du sous-préfet de l'arrondissement de Douala Premier qui annule pour risque avéré de trouble à l'ordre public la conférence de presse du Manidem prévue le 1er août 2017 met en évidence la crise qui secoue désormais cette formation politique. La réaction du président du Manidem face à la décision de l'autorité administrative démontre à suffisance que rien ne va plus entre les membres de ce parti. Il y a eu une opposition du camarade Ekane qui pense que si cette conférence de presse se tenait, il allait tuer quelqu'un. Voilà les termes que j'ai reçus au terme de la discussion que j'ai eue ce matin avec le sous-préfet. Dans le désormais camp d'en face, proche du père fondateur Anissé Ekane, l'on refute avec la dernière énergie ce qu'on appelle ici les allégations de la clique Ayebga. Le sous-préfet est une autorité, le préfet est une autorité de la nation. Alors s'ils ont jugé que cette conférence n'avait pas lieu d'être et qu'ils l'interdisent, c'est à eux d'aller demander pourquoi elle a été interdite, mais pas à nous. À la question de savoir pourquoi le Manidem n'a pas organisé la conférence de presse dans son siège, comme le suggère la décision du sous-préfet de Douala Premier, l'instance dirigeante répondra qu'elle veut rompre avec la personnalisation du pouvoir politique promue par Anissé Ekane. Il pense que le Manidem c'est sa propriété. Quand on fait des réunions chez lui, à Bonadibon, il a souvent l'habitude de demander aux gens de sortir, qu'il va chasser des gens de chez lui. Donc ce n'est pas la permanence du parti. La conférence de presse frappée du sceau de l'annulation par décision du sous-préfet de Douala Premier avait pour objet la transmission des résolutions du Comité national de coordination du Manidem tenu le 29 juillet 2017 en Bankomo, près de Yaoundé. Justement, cette conférence de presse projetée par le président national du Manidem avait pour objet de présenter à la presse nationale et internationale les sanctions prises à l'encontre de certains membres fondateurs du Manidem qui ont été exclus et la restructuration de son bureau politique en attendant le prochain congrès du Manidem. À ce sujet, je vous propose d'écouter Dieudonné Yebga, président national du Manidem. Nous avions tenu une réunion de la direction samedi le 29 juillet 2017 à Bankomo. Et au cours de cette réunion de la direction que nous appelons le CNC, le Comité national de coordination, il y a eu d'importantes décisions qui ont été prises, et parmi lesquelles la suspension de toutes les activités du parti de camarade Ekane jusqu'au prochain congrès, et l'interdiction de prise de parole en public au nom du Manidem, entre autres. Il n'est pas seul, il est avec 3 autres camarades. C'est cette résolution qu'on voulait rendre publique et puis malheureusement il n'a pas voulu que cela soit fait publiquement. C'est pour ça qu'il a
tout fait pour qu'on interdise cette conférence de presse. Et ça nous surprend qu'un opposant de renom, qui fait interdire une manifestation de son parti, d'un parti de l'opposition, nous nous posons la question, est-ce qu'il est toujours opposant? Précisons que l'un des responsables du Manidem, proche d'Anissé Ekane, a déclaré à l'un de nos reporters ne pas être au courant de ces sanctions prises à l'encontre des membres fondateurs et de certains cadres politiques qui étaient jusque-là membres du bureau politique du Manidem. Et l'on note que depuis 8 ans, ce parti de l'opposition est le théâtre d'une guerre sans merci où la violence des coups politiques entre cadres du Manidem et Maïlora, de ce parti d'opposition créé il y a près de 22 ans. Sylvestre Zangao a retracé l'ADN du Manidem pour déchiffrer et justement identifier les vieux démons de la division au sein du Manidem. Reportage. En mars 1995, des militants qui ont quitté les rangs de l'UPC créent le mouvement africain pour la nouvelle indépendance, le Manidem. Parmi les pères fondateurs de ce nouveau parti politique figure Georges Anissé Ekane, qui en deviendra le tout premier président. Anissé Ekane et ses camarades affirment alors qu'ils ont certes quitté les rangs de l'Union des populations du Cameroun, mais l'esprit qu'ils emportent au Manidem est le même, celui d'un nationalisme révolutionnaire. Lors d'une interview accordée à la presse en 2003, Anissé Ekane soutient que le mouvement africain pour la nouvelle indépendance peut se vanter d'être le seul parti politique véritablement démocratique au Cameroun. Comme pour justifier cette affirmation, il démissionne de son poste de président du Manidem en 2009. Banda Kani prend alors les rênes du parti, mais il n'y restera que 6 mois. Le comité national de coordination, réuni à Bafoussam, le débarque pour ses déclarations jugées mensongères dans les médias. Sabotage du parti et indiscipline caractérisée. Pour se défendre, malgré son éviction, Banda Kani affirme qu'il est tout simplement victime d'une machination mise en œuvre par Anissé Ekane, qui veut continuer à diriger le Manidem. Malgré sa démission, Banda Kani est remplacé par Pierre Abanda Pama dans les rangs du Manidem depuis sa création. Sous sa présidence, la maison semble plus calme, malgré des désaccords entre les cadres du parti. Pierre Abanda Pama décède en 2014 et Dieudonné Yebga prend à son tour la direction du Manidem. 3 ans après avoir été le directeur de campagne d'Anissé Ekane lors de l'élection présidentielle de 2011. Mais dès le milieu du mois de juillet 2017, il affiche sa désapprobation sur l'influence d'Anissé Ekane dans les décisions que prennent les instances du parti. Une conférence de presse dont le communiqué signé d'Edi Mokwa, le secrétaire à la communication, invitait les hommes de médias à recueillir la position du Manidem sur divers sujets d'actualité qui concernent le Cameroun. Mais elle a suscité la sortie de Dieudonné Yebga qui affirme que cette initiative faite sans son accord n'avait pour but que d'aider un groupuscule de personnes à vendre le Manidem. Une crise de trop qui risque d'être préjudiciable au Manidem lors des prochaines échéances électorales, selon des analystes politiques. Dans le reste de l'actualité, un chiffre inquiétant, le taux d'exécution du budget d'investissement public est de 20% dans la région du Sud. Il a considérablement chuté par rapport à l'année dernière et à la même période. Et les responsables estiment que ce sont des tensions de trésorerie qui plombent l'exécution des projets prévus dans le cadre du BIP dans la région du Sud. C'est le constat que font Roger Takala et Albertine Bichaga dans ce reportage. La situation n'est guère reluisante. Des projets tardent à prendre corps sur le terrain. En effet, sur 73 marchés de forage lancés en 2017 dans la région du Sud, 7 seulement sont en cours d'exécution. Les projets relevant du budget d'investissement public dans la région du Sud prévoyaient aussi la réhabilitation de 10 centres de santé. Seuls 2 sont en cours d'équipement. Des tensions de trésorerie sont pointées du doigt pour expliquer ces mauvais résultats. Donc il n'y a pas toujours de liquidité au niveau de la trésorerie et ça décourage une bonne partie des entrepreneurs qui ne sont pas déjà très nantis et qui mettent déjà au début leur argent pour exécuter ces marchés. Et à la fin, ne sont même pas sûrs d'être rapidement payés. Et ça crée des problèmes. Ailleurs, on tente d'expliquer la situation par les secousses économiques que traverse le pays de façon générale. Le président du comité de suivi du budget d'investissement public pour la région du Sud veut croire que les choses vont s'améliorer très bientôt. On traverse une période de légère secousse économique, mais les perspectives au niveau de la nation sont bonnes à court et moyen terme.
Donc on peut s'imaginer que vers la fin de l'exercice, on devrait avoir un sursaut en termes d'exécution psychofinancière du budget d'investissement. La première réunion du comité de suivi du budget d'investissement public pour le premier trimestre de l'année 2017, tenue à Ebolova, a également permis de dénoncer l'absence d'une volonté politique à faciliter l'exécution des projets sur le terrain. Les indemnisations des populations riveraines des Guerpis sont aussi l'un des freins majeurs à l'élan des entrepreneurs. Dans un marché public où on doit construire une route, la première des choses, c'est d'indemniser les personnes situées au bord de ce plaquet, les personnes qui doivent déguerpir. Il faut les indemniser avant de commencer les travaux. Ça, c'est des choses qui sont étudiées, qui sont connues avant. Alors pourquoi ça doit faire problème? Donc nous disons qu'il faut absolument qu'il y ait une véritable volonté politique pour que ces marchés soient exécutés. Autre constat fait, c'est celui du peu d'intérêt qu'accordent les maires de la région du Sud à ces questions qui touchent pourtant à la vie de leur population. Aucun des maires de la région du Sud n'était présent à cette rencontre. Une autre localité où ces projets d'investissement public n'ont pas sorti les populations de l'enclavement, c'est le coupé Manengouba situé dans la région du Sud-Ouest. Là-bas, la saison des pluies aggrave l'impraticabilité des routes et l'unique voie d'accès à ce département. C'est un reportage signé Jacques Mollon et Étienne Pascal Azégué. Ces passagers sont contraints de faire appel à leur biceps pour dégager leur véhicule du bourbier. La scène se reproduit à chaque fois qu'un véhicule essaie de défier cette route qui relie la région du littoral à celle du Sud-Ouest. Partir de Melon pour Bangem, le chef-lieu du coupé Manengouba relève d'un exploit et surtout d'un concours de patience pour ses passagers. Quand on regarde que devant nous, il y a le chef-lieu d'un département, vraiment ça fait mal. Hein? Et ici, nous on peut faire 4 jours ici. Il y a le camion de brasserie qui a fait 3 jours là en bas. Les activités agricoles de cette localité prennent dès lors un sérieux coup une fois que les pluies s'installent. Les vivres frères se gardent dans les champs, nous souffrons, on cultive beaucoup, les gens souffrent dans les plantations, mais en retour, il n'y a pas moyen d'enlever ces cultures pour la ville. Il est désormais impossible pour ces agriculteurs de faire écouler les fruits de leur labeur vers les marchés environnants. Il faudrait que le pouvoir public essaye de penser à nous, qu'il pense à cette zone, qui nourrit le pays. Ça, c'est le grenier du Cameroun. Regardez, même vous êtes comme ça à Bangem, regardez le goudron. Presque tout Bangem est goudronné. Mais ça ne nous sert à rien. Il était mieux que le goudron arrive à Bangem et que Bangem soit sans goudron. Ça, c'est mieux. Et il faut à présent débourser 3000 francs CFA, voire plus, pour parcourir les 33 km qui séparent la ville de Bangem à celle de Melon. Chapitre économie, Yaoundé privilégie de plus en plus une coopération sud-sud. L'Égypte qui vient proposer son expertise dans la perspective de la densification d'une coopération économique entre le Caire et Yaoundé. Cette volonté vient d'être réaffirmée au cours d'une séance de travail entre le ministre camerounais des Finances, le président de l'organisation arabe pour l'industrialisation, Alamine Ousmane Mey, et le général Abdel Aziz Seif ont passé en revue quelques axes de cette coopération économique entre l'Égypte et le Cameroun. Sur ce que le Cameroun gagne en matière d'opportunités dans cette coopération économique entre Ankara et Yaoundé, je vous propose d'écouter le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey. Cette industrialisation elle est nécessaire parce que les économies, les nôtres, peuvent tirer profit de l'expérience égyptienne en matière de transformation de différents produits à l'échelle de notre continent. Le Cameroun, comme l'Égypte, fait face au double choc économique et sécuritaire. Les expériences, les nôtres peuvent être partagées afin donc de mutualiser les efforts, les moyens, les idées pour participer au développement économique et social, au renforcement de la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Cameroun. Les relations qui existent et qui se densifient, qui se poursuivent, méritent d'être consolidées au regard des opportunités que le Cameroun offre dans divers secteurs. Les travaux publics, les entreprises égyptiennes sont
présente. Et il me semble que l'autorité en charge de l'industrialisation égyptienne, en relation avec les instances en charge de la promotion des investissements dans notre pays, peuvent davantage échanger pour que nos entreprises, nos entrepreneurs, notre secteur industriel puissent tirer le meilleur profit. C'est le sens de cette rencontre et le ministère des Finances, à travers les dispositions légales, réglementaires, apporte sa contribution dans la facilitation des investissements, dans la promotion des investissements, dans l'octroi des avantages fiscalo-douaniers, tout cela dans un contexte où l'environnement des affaires est nettement amélioré. Suivre le ministre des Finances sur la densification de la coopération économique entre le Caire, la capitale de l'Égypte, et le Cameroun, avec la visite du président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation venant de l'Égypte et du Caire. Malgré les risques élevés d'insécurité, des mototaxis et des tenanciers de débit de boissons refusent de se plier aux horaires restrictifs en matière de circulation dans la ville de Maroua, mais aussi de fermeture de leur établissement de restauration dans le chef-lieu de l'extrême nord. Les autorités administratives peinent à se faire entendre malgré les risques élevés d'insécurité et de risques d'attentats suicides. Reportage Amadou Daïrou et Gladys Sidier. 21h à Maroua. Les mototaxis circulent à leur aise. Les débits de boissons sont ouverts. C'est l'heure de pointe. Il faut réaliser de bonnes affaires malgré l'arrêté signé par le gouverneur de l'extrême nord interdisant la circulation des engins à 2 roues dès 20h et indiquant la fermeture des débits de boissons à la même heure. Une mesure récemment réitérée par le préfet du Diamaré au cours d'une réunion avec les acteurs des secteurs concernés qui s'entêtent malgré tout. Ici à Maroua, non seulement il y a beaucoup de taximans, on n'arrive pas à s'en sortir. Pendant la journée, on travaille, on n'arrive pas à sortir même l'argent de la recette. Donc, on est obligé de travailler jusqu'à 22h, 23h comme ça pour trouver l'argent de la recette. Nous sommes contre quand ils disent qu'on doit arrêter à 20h. Les débits de boissons sont beaucoup victimes de cette opération. Pourquoi? Parce que durant tous les mois, nous n'arrivons pas à faire des chiffres et qu'en fin de trimestre, il faut que nous payons des impôts, il faut que le tourisme soit derrière nous, il faut que nous payons des emplois, il faut que nous payons les locaux que nous louons. La mesure prise par le gouverneur de l'extrême nord vise à renforcer la sécurité dans la région en proie aux exactions de Boko Haram. Face au relâchement observé, les autorités entendent remettre les pendules à l'heure. Il s'agissait d'une réunion de mise au point parce que les populations, et notamment un secteur d'activité, n'a pas très bien compris la reprise du relèvement du respect d'une mesure qui est en vigueur depuis 2014 à l'arrêté du gouverneur. Il était donc de bon ton de permettre à ce secteur d'activité qui au quotidien nous accompagne aussi dans cette mise en forme des mesures de protection de personnes et de leurs biens dans le cadre bien connu de la lutte contre Boko Haram. Le couvre-feu instauré dans la région de l'extrême nord vise à garantir la sécurité des personnes et des biens. Le souhait des autorités est de travailler en synergie avec les populations face à un ennemi commun, Boko Haram. Les résultats du probatoire session 2017 inquiètent plus d'un parent. Environ 7 candidats sur 10 ont échoué à cet examen d'entrée en classe de terminale. Cependant, les régions du sud-ouest et du nord-ouest restent au peloton de tête du classement des régions en fonction des résultats du probatoire session 2017. C'est le constat que font Eric Ouattat et Julienne Berthe-Bissaille dans ce reportage. 5 jours après la proclamation des résultats du probatoire de l'enseignement secondaire général session 2017, les statistiques sont déjà connues. Comme en 2016, il ressort de ce tableau que les régions du nord-ouest et sud-ouest sont toujours en tête du classement, malgré une légère baisse observée dans les pourcentages. Celle-ci est la résultante des tensions survenues dans ces deux régions au cours de cette année académique et qui ont abouti à la crise dite anglophone. La région du centre améliore son rang en passant de la 5e à la 3e place, tandis que celle du littoral recule de la 3e marche à la 5e. La région de l'ouest, quant à elle, se maintient à la 4e place et celle de l'est gagne 2 places.
Elle quitte de la 8e à la 6e place. S'agissant des régions de la Damawa et du Sud, elles occupent respectivement le 7e et 8e rang. Elles perdent chacune une place contrairement à l'année dernière. Les régions du Nord et Extrême Nord font du surplace en occupant respectivement la 9e et 10e place. En somme, au cours de cette année académique 2017, l'on a enregistré un taux de réussite de 37,77%, une nette hausse comparée à l'année dernière qui était de 33,99%. Même si l'on observe cette légère augmentation, il convient de dire que depuis près de 5 ans, le taux de réussite au probatoire n'a plus atteint 50%. Son échec au probatoire a surpris tout le monde. Ce génie de 10 ans n'y croit pas du tout. Lui qui a été recalé pour cette session 2017 au probatoire, Pierre met déjà la pression sur son père pour contester ses résultats à l'OBC. Et vous allez le voir dans ce reportage signé Flavien Valondongo. Il suit des cours de vacances pour se préparer à être en classe de terminale, confiant quant à l'introduction de sa requête pour la contestation de ses résultats au probatoire. Reportage. Jean-Pierre Mabingo, âgé de 10 ans, au milieu de ses camarades. Candidat malheureux au probatoire, session 2017. 5 jours après la publication des résultats, il n'a toujours pas digéré son échec. On a dit que par message que j'ai échoué. Alors que moi je pense que c'est mieux de partir regarder si ça affiché. Ce matin, notre rencontre se perd dans un centre de cours de vacances à Douala, capitale économique du Cameroun. Depuis quelque temps, le petit Jean-Pierre n'est pas du tout attentif aux cours de vacances. Le cœur est à Yaoundé à l'office du baccalauréat du Cameroun et la tête en classe de terminale désormais. Jean-Pierre conteste son résultat au probatoire. Je pense que c'est un faux résultat parce que moi j'ai envie d'aller en terminale. Voilà pourquoi je veux le relever de notes pour savoir si je peux aller en terminale ou je ne peux pas aller. Très sûr de lui, le jeune adolescent de 10 ans a même réexaminé l'épreuve de mathématiques du probatoire. Une épreuve qu'il traite avec aisance. À cette allure, l'adolescent a contre son parent a introduit une requête. J'attends faire une requête dans le sens d'avoir vraiment au juste une idée du travail qui a été fait. Parce qu'il y a un paradoxe qui se présente dont l'image que je connais de l'enfant est incompatible avec le résultat escompté. C'est pour savoir si j'ai passé ou je n'ai pas passé, parce que je ne suis pas convaincu du résultat. Comme tous les génies de la Terre, il affiche une attitude sereine et rassurante. Jean-Pierre Mabingo est convaincu qu'à la rentrée scolaire prochaine, il occupera un banc en classe de terminale. Et pour le certifier, il suit déjà les cours de vacances pour la classe de terminale. Précisons que l'attente est également longue pour les candidats au DCE et O-Level. Et de ce côté-là, leur organe, l'instance en charge de l'organisation de ces examens, fait savoir que ces résultats ne seront pas disponibles avant 2 semaines concernant le DCE, O et A-Level. Déclaration faite sur la radio publique cet après-midi. Des artistes sont toujours divisés sur l'opportunité de mettre en place un groupe de travail en vue de préparer la création d'une nouvelle société de gestion collective du droit d'auteur de l'art musical. Certains estiment que le ministre de la Culture a choisi ainsi parmi ses membres du groupe de travail les administrateurs de la prochaine société civile de droit d'auteur de gestion de l'art musical, mais d'autres saluent l'initiative du ministre de la Culture et croisent les doigts pour sortir de l'ornière. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. La sortie de l'auberge dans le secteur de l'art musical n'est visiblement pas pour demain. Pour la énième fois, les artistes musiciens sont divisés sur la solution que propose le gouvernement pour une sortie définitive de crise. D'un côté, il y a ceux qui sont favorables à la fusion-absorption CMC-SOCAM et qui rejettent catégoriquement l'idée de la création d'une nouvelle société. Au nom de quoi nous allons accepter faire ce recul? La Cameroun Music Corporation ayant une existence légale, la loi dit qu'il ne peut être créé par catégorie d'art qu'une seule société. Jusqu'à la chambre administrative, le retrait de l'agrément de la Cameroun Music Corporation a connu un dénouement
heureux en faveur de la Cameroun Music Corporation. Le ministre insiste sur la création d'une nouvelle société alors que Mme Amatoutou en a créé deux, qui n'ont ni ramené la paix, ni fonctionné. Elles n'ont été que des plateformes de détournement de notre argent. En face, d'autres acteurs de l'art musical saluent la création de la plateforme spéciale dont les travaux devraient déboucher sur la mise en place des nouveaux organismes de gestion collective. Pour moi, j'ai trouvé une honte pour nous les artistes que l'État demande aux artistes de se regrouper et fabriquer quelque chose de fiable. On valide. Nous sommes incapables. Je crois que cette fois-ci, avec cette plateforme, j'ai quand même essayé de parcourir la liste. Je vois, il y a quand même des figures emblématiques, il y a des gens, des artistes de renom, des artistes réfléchis. Et je crois qu'avec toutes ces grosses têtes, toutes ces grosses figures, nous allons fabriquer quelque chose de bien. C'est tout logiquement que l'auteur du titre à succès, à cœur ouvert, chante l'hymne au ralliement derrière l'assainissement entamé par le ministre des Arts et de la Culture. Que les artistes comprennent que la politique, la chaise vide, non, ne paye pas. Et de deux, le vide qui règne actuellement n'avantage pas les artistes. Plutôt, ça continue à mettre des artistes dans une galère pas possible. Donc, je conseille à nos frères que celui qui a été signifié pour faire partie de cette plateforme, vraiment qu'il soit humain, qu'il regarde l'intérêt général. Nous fabriquons une nouvelle société. Au moins, ça fera que nous allons essayer avec ces nouvelles personnes et voir s'il y a changement ou pas. D'autres musiciens, dont certains sont également membres de la plateforme créée le 31 juillet, ne l'entendent pas de cette oreille. C'est le cas de Jean-Pierre Essommet, qui jure que pour rien au monde, il ne siégera au sein de cette plateforme. Participer à cette plateforme, c'est aller mettre un couteau dans mon cœur parce que je sais très bien, je connais l'issue. Non seulement en participant à cette plateforme, je vais violer la loi qui existe, je vais permettre aux fonctionnaires de continuer de voler notre argent parce que c'est tout fait là-bas. Hein. Ne vous en faites pas, vous verrez que les 30 membres de cette plateforme à la fin seront ceux qui vont administrer cette société. Donc vous pensez que c'est comme ça que ça devrait se passer? La plateforme spéciale, chapeautée par Marie-Louise Abomo, magistrat hors hiérarchie, est constituée d'une trentaine de membres à 10 jours pour présenter son rapport. Un délai susceptible de prorogation. On attend de voir si les fruits tiendront à la fin. La promesse des fleurs. Au moment où se déroule la première étape des obsèques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ce soir à la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé, l'on note que les circonstances de sa mort n'ont pas toujours été élucidées. Les évêques crient à l'assassinat, mais la communauté chrétienne catholique et l'opinion nationale restent toujours dans l'expectative. Explication avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Après un feuilleton riche en rebondissements, l'heure des obsèques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia, est venue. Ce 2 août, la mise en bière du prélat est prévue à l'hôpital général de Yaoundé. Dans la foulée, la dépouille sera transférée à Bafia pour son inhumation après des cérémonies en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Jusqu'ici, les circonstances du décès du prélat n'ont pas été élucidées. Après sa disparition et son repêchage des eaux de la Sanaga à Ebebda le 2 juin dernier, une première version, adossée sur une autopsie dont les résultats n'ont jamais été communiqués, soutenue par l'Église catholique, relevait que l'évêque de Bafia avait été assassiné. Puis est intervenue, selon le gouvernement, une seconde autopsie, cette fois menée par des experts allemands d'Interpol. Leurs conclusions, sans être rendues publiques, ont conduit à la publication d'un communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre, concluant à une mort par noyade de l'évêque. L'Église catholique, elle, est restée sur ses positions et a même annoncé qu'elle portait plainte contre X pour assassinat. Au milieu de cette confrontation, à peine feutrée entre le gouvernement et l'Église catholique, l'opinion se perd en conjecture. En sport, ils ont été accueillis en héros ce mardi matin à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Il s'agit des athlètes indomptables des Jeux de la francophonie qui ont pulvérisé le record de cette compétition en remportant près de 21 médailles à Abidjan en Côte d'Ivoire. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Ambiance de fête à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. La délégation camerounaise au 8e jeu de la francophonie est de retour. Au bas de la passerelle pour l'accueil,
des responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique, mais aussi du ministère des Arts et de la Culture. La délégation qui revient d'Abidjan en Côte d'Ivoire compte dans son escarcelle 21 médailles, dont 5 en or, 7 en argent et 9 en bronze. Parmi les athlètes qui se sont le mieux illustrés, il y a Joseph-Émilienne Tiako et Sombe. La lutteuse remporte à elle seule 2 médailles en or dans les catégories 58 et 60 kg. Je suis très heureuse du résultat parce que le travail aussi était très dur. Et très heureuse aussi de l'accueil que le Cameroun vient de nous réserver. Aimé Bité Achumke, pour sa part, excelle dans les sports pour handicapés. Il revient d'Abidjan auréolé d'une médaille d'or grâce à une performance de 37 mètres 29 au lancer de javelot. Un sentiment de joie, de satisfaction et vraiment les mots manquent tellement. Vraiment, c'est une première fois que j'assiste à ce grand accueil, vraiment, l'accueil vraiment de très grande qualité. Au 8e jeu de la francophonie, le Cameroun n'a pas simplement remporté des médailles, il a aussi battu des records. J'ai remporté 2 médailles, une sur 100 mètres et une autre sur 400 mètres, toutes les 2 en argent. Et je ne peux que dire que je suis contente de ma performance vu que j'ai battu mon record personnel à ces 8e jeux et j'espère le meilleur pour l'avenir. Mais aux Jeux de la francophonie, il n'y a pas que le sport, il y a aussi l'art et la culture. Et dans cette autre catégorie, le Cameroun remporte la médaille d'or du concours hip-hop grâce au groupe Sniper Crew. Ça s'est super bien passé et malgré qu'il y avait trop de pression et tout, mais la différence c'est notre détermination, notre rage de vaincre. Parce que sur scène, on a tout donné. On a dit ici. En 2013, ça nous a loupé, mais aujourd'hui, en 2017, on rentre avec la médaille de gré ou de force. Au final, la performance du Cameroun au jeu de la francophonie est honorable et enviable. La délégation a fait ce qu'il fallait, les sportifs sont donnés à fond, les résultats, vous pouvez le constater. Le Cameroun a fait mieux que la dernière fois, la dernière édition, et nous pouvons être satisfaits. 7e au classement général et 3e au classement africain, le Cameroun fait mieux qu'il y a 4 ans à Nice. Mieux encore, le pays réalise son plus beau parcours depuis les premiers Jeux de la francophonie en 1994. Vous avez suivi la rage de vaincre de ces athlètes indomptables des Jeux de la francophonie dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Un public reportage dans ce journal, l'artiste musicienne de musique urbaine Daphné, désormais l'égérie des laboratoires TC Cosmétiques spécialisés dans la production et la commercialisation des produits hydratants qui a désormais, ces laboratoires qui ont désormais une ambassadrice de marque, l'artiste des musiques urbaines Daphné. Reportage. Calé, 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 calé. Calé, 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 calé. Daphné est désormais calée TC Cosmétiques avec ses produits 100% camerounais. La chanteuse se positionne aujourd'hui comme l'une des meilleures voix féminines. Son travail est reconnu et le choix porté sur elle par TC Cosmétiques vise à encourager le travail bien fait. La présentation de Daphné comme l'égérie, la nouvelle image de TC Cosmétiques. C'est vraiment cette jeune fille pétillante qui est vraiment dans le succès aujourd'hui parce qu'elle a vraiment travaillé, elle sait ce qu'elle veut. C'est ce dont nous aspirons aujourd'hui. TC Cosmétiques aujourd'hui veut avoir du succès grâce au travail, grâce à la persévérance et nous nous retrouvons dans Daphné. TC Cosmétiques spécialisée dans les produits hydratants met un point d'honneur à la préservation de la peau noire. Alors, la particularité de TC Cosmétiques aujourd'hui, c'est que nous ne faisons pas de produits en petit blanchiment. Nous sommes vraiment spécialisés dans tout ce qui est hydratant, tous les produits en fait qui ravivent en fait la peau noire aujourd'hui. Et c'est vraiment ça notre leitmotiv. Et vous allez voir un peu partout, notre leitmotiv aujourd'hui c'est des Black Carnation Heritage. C'est faire valoriser notre héritage qui est celui de la peau noire. TC Cosmétiques met à la disposition de ses nombreux consommateurs
Des gammes de produits hydratants qui peuvent être utilisés par toute la famille. Nous avons tout ce qui est skincare, donc produits d'hygiène. Nous avons le produit phare qui est le Lamo. Nous avons le savon de Marseille et nous avons les vaselines pour les bébés. Et ensuite nous avons la gamme capillaire, la gamme BS qui est du shampoing, après shampoing, hair conditioner et la crème à coiffer BS. Et le plus de TC, c'est d'avoir mis au point en fait ce shampoing qui est 2 en 1, qui est shampoing et démêlant en même temps. Du rêve à la réalité, c'est ainsi que Daphné qualifie sa collaboration avec TC Cosmétiques. Elle qui pense qu'il faut encourager l'expertise locale en consommant des produits 100% camerounais. I felt honored, I felt happy that they approached me for this partnership. It was an amazing opportunity for me, and my wish to be able to encourage young girls like me to stay the way you are. I'm not kicking up against anybody that is bleaching or not. I'm just saying that my role here is to encourage young girls to stay natural. Entre Daphné et TC Cosmétiques, c'est le parfait amour. L'ambassadrice de la marque invite ses nombreux fans à faire l'expérience TC Cosmétiques et surtout à se laisser séduire par les produits hydratants mis à leur disposition. Calé, 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 calé. Calé, 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 calé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision pour suivre, juste après cette édition de 20h, Parole de femmes, présentée par Julingue Nyondé ce soir. Bonne soirée sur cette même antenne.